Mon collègue Robert a déjà bien mis la table. Je vais revenir peut-être sur des éléments un peu que Robert a évoqués en les développant davantage. Mais d'entrée de jeu, je voudrais aussi souligner la très grande qualité de l'ouvrage qu'a produit Benoît et ses autres collègues qui ont travaillé avec lui. Je pense que c'est quand même un vent d'espoir en ces temps de morosité. Le fait de traiter d'une innovation sociale, hein, d'un acteur aussi important que le Fonds d'action, et de voir cet acteur comme étant quelqu'un qui, en fait, est porteur d'une finance socialement responsable, qui a des objectifs spécifiques en termes de démocratisation du travail et de l'économie, c'est quand même assez majeur. Et le fait aussi d'avoir bien documenté cette étude sur le Fonds de solidarité, ça en fait aussi un ouvrage qui est très pédagogique. Enfin, il y a toujours une démonstration qui est toujours articulée, je reviens un peu sur l'ouvrage, mais toujours autour de 3 dimensions majeures qui reviennent chapitre après chapitre selon les différentes phases de développement du fonds. Hein. Donc, les actionnaires, les souscripteurs, pourrait-on dire, dans un premier temps, la gouvernance qui fait le lien entre l'argent recueilli au niveau des actionnaires et les investissements dans l'économie sociale ou dans la finance en général, dans les entreprises québécoises en particulier. Et donc, il y a toujours ce triptyque, les actionnaires, la gouvernance. Les actionnaires, en fait, ce sont les participants, les souscripteurs, en grande partie des membres de la CSN aussi. La gouvernance et les investissements, ces 3 dimensions sont tout à fait présentes et ça structure l'ouvrage d'une manière très importante et on a un fil conducteur majeur qui nous accompagne. Moi, je voudrais insister sur 3 points. Évidemment, je suis dans l'axe travail et emploi. Ma spécialisation, c'est sur le syndicalisme, l'histoire notamment. Et bien sûr, je vais revenir sur les conditions d'émergence et tenter de répondre à la question que Benoît pose à maintes reprises dans l'ouvrage. Pourquoi la gestation, hein, la mise en œuvre du fonds a été aussi longue? Hein? Est-ce qu'il n'y aurait pas un certain désintérêt ou un manque d'intérêt, comme dit Benoît en citant l'une des personnes qu'il a interviewées? La CSN aurait-elle un manque d'intérêt à l'égard du fonds d'action? Je vais tenter de revenir là-dessus et de voir un peu les débats. Je vais reprendre un peu ce que mon collègue Robert a dit, mais peut-être en allant plus en profondeur. Ça, ce sera le premier point. Le deuxième point, peut-être répondre à la question que le directeur de thèse, Henri Desroches, aurait posée à Benoît. Quel est le lien entre le projet rêvé et le projet réel? Quelle est la réalité concrète du modèle idéal, notamment dans l'ordre de ses investissements et puis de sa gestion participative. Et en dernier lieu, revenir sur la méthodologie. Benoît m'a peut-être attribué un chapeau peut-être un peu trop grand que j'aurais de la difficulté à porter, mais c'est vrai que sur la question de la méthodologie, on a travaillé beaucoup aux crises sur les monographies d'entreprise à une certaine époque. Et donc, la production, l'ouvrage de Benoît pourrait s'inscrire dans une monographie d'entreprise, mais cette fois-ci, un acteur tout à fait particulier et exceptionnel, qui est le fonds j'ai toujours tendance à dire le fonds de solidarité au lieu du fonds d'action, mais vous allez voir, je vais m'habituer. OK. Alors, je reviendrai en conclusion sur peut-être certains éléments de théorie. OK. Alors, les relations avec la CSN. Bien, il faut revenir un peu sur le contexte. Et je pense qu'à l'époque, dans les années 80, 90, eh bien, les enjeux n'étaient pas nécessairement sur la création du fonds d'action. Les enjeux, ils étaient un peu autres. Bien sûr, la FTQ avait créé son fonds de solidarité d'une manière très rapide, hein, en l'espace de 2 ou 3 ans, en 84, suite à la crise énorme que l'on vivait à cette époque. Le taux de chômage, hein, en 82, 83, dépassait 10-12 %. Et donc, il y avait une urgence. La FTQ avait créé son fonds de solidarité très orienté et très appuyé par les syndicats de la construction, parce que, hein, on disait à l'époque que la moitié des travailleurs de la construction étaient en chômage. Et donc, il y avait une dimension très nette de création d'emplois
qui motivait la dynamique de création du Fonds de solidarité. Ce n'était pas tout à fait la même chose qui se passait à la CSN. On a certes critiqué le Fonds de solidarité. Certains ont dit que le véritable Fonds de solidarité de la CSN, c'était son fonds de grève. Et à l'époque, c'était peut-être juste. Et il faut dire que l'emploi, néanmoins, était un enjeu majeur au sein de la CSN. Le congrès de 85, le congrès d'orientation dont on parle souvent, avait fait de l'emploi la priorité, mais dans une approche keynésienne. C'était l'époque où Lise Poulin-Simon et puis Diane Bellemare avaient écrit leur ouvrage de plein emploi « Pourquoi ?» et elle démontrait dans cet ouvrage que les coûts du chômage étaient plus importants que le coût des politiques que l'on mettrait en œuvre pour créer le plein emploi. Et donc, il y avait toute une dynamique autour d'une approche keynésienne, que l'État reprenne ses responsabilités. Et donc, c'était l'enjeu aussi de l'ère néolibérale qui s'implantait à cette époque avec l'arrivée au pouvoir du gouvernement Bourassa, deuxième génération, et son projet de réingénierie de l'État. Donc, il y avait sur ce front, sur l'emploi, il y avait une autre voie. Ce n'était pas celle qu'avait mise en œuvre la FTQ avec son fonds de solidarité, mais c'était plutôt créer l'emploi grâce à l'État, grâce aux entreprises aussi. Reconnaître que les entreprises ont un rôle majeur à jouer dans la création d'emplois. Et sur ce point, la CSN avait fait un pas majeur. Et ce pas majeur, c'était sur l'organisation du travail, faire en sorte que l'organisation du travail puisse accroître la productivité, la capacité productive des entreprises et assurer qu'ils puissent enfin se démarquer de la concurrence et de la compétitivité. Donc, c'était ce tournant sur l'organisation du travail que l'on a fait en 90, lors du congrès de 50e congrès de la CSN en 90, et qui s'était traduit aussi par le document phare de l'époque, qui était prendre les devants dans l'organisation du travail, et donc démocratiser les lieux de travail par un plus grand partenariat et une gestion participative. Et ça donnait lieu, dans les années, milieu des années 90 et puis dans les années 2000, à une série d'expérimentations en milieu de travail qui malheureusement ont disparu depuis toutes les expériences phares de l'époque, la papeterie Alma de produits forestiers résolus, Perkins et d'autres. Il y en avait des dizaines d'expériences à cette époque. Toutes ces expériences ont aujourd'hui disparu, ce qui est quand même assez dramatique, dans le cadre du tournant de la financiarisation de l'économie. Je ne sais pas dans quel modèle québécois, dans quelle génération du modèle québécois faut-il situer cela, mais pour les travailleurs, les salariés qui se sont impliqués dans les réorganisations du travail à cette époque, ça a été assez dramatique de voir ces expériences disparaître. Et donc, ça a été quand même un vent de morosité assez important à cette époque. Il faut dire aussi que sur le front des relations du travail, je vois Gérald et je le regarde, il y avait des batailles énormes qui ont été menées à cette époque. Rappelez-vous du conflit au manoir Richelieu. Il y avait même eu une perquisition au bureau du président de la CSN à cette époque. Et donc, c'était un conflit majeur. Donc, un patron plus ou moins respectable, je ne sais pas lui aussi dans quelle version du modèle québécois faudrait-il le situer, mais qui voulait finalement, après avoir acquis le manoir Richelieu, ne voulait pas reconnaître le syndicat et disait que lui, il a acheté les bâtiments et il n'a pas acheté les travailleurs qui viennent avec. Donc, il anticipait en fait ce que beaucoup d'entreprises ont repris par la suite. Et sur le front des négociations dans le secteur parapublic, public-parapublic, eh bien, c'était pas drôle non plus. René Lévesque, en 82, s'était retourné pour demander aux salariés une coupure de 20% pendant 3 mois. Aux salariés, notamment aux enseignants, de leur salaire pour récupérer les hausses salariales qu'il avait consenties dans les négociations collectives précédentes. Et donc, c'est l'apparition au Québec d'un ensemble de mesures, de lois du travail qui vont forcer les salariés, chaque fois qu'ils vont menacer de faire grève dans le secteur public ou qui vont faire grève, de forcer les retours au travail. Sur le front des relations du travail, il y avait à la CSN beaucoup de grains à moudre et le projet du Fonds d'action
bien que fort intéressant sans doute, n'était pas dans le radar, ou enfin, on avait déjà créé Bâtirante pour faciliter un fonds de retraite, un fonds de pension pour les travailleurs de la construction. On avait créé le groupe de consultation pour la création et le maintien des emplois qui deviendra MCE Conseil. On avait un certain nombre d'outils d'intervention économique. Et bien sûr, on voulait aussi, la concurrence syndicale étant telle, intersyndicale étant telle, il y avait aussi l'objectif de se démarquer du Fonds de solidarité. Et peut-être que ça a été une des raisons qui fait que la gestation a été longue. Comment lancer une institution, une organisation qui serait différente du Fonds de solidarité et qui aurait un projet, une mission sociale beaucoup plus dense que ne l'avait le Fonds de solidarité. Alors, je pense qu'il faut revenir sur ce contexte et peut-être qu'à ce moment-là, la lunette que l'on adopte pour regarder l'évolution sous l'angle des relations du travail et du syndicalisme faisait en sorte que, en fait, le comportement de l'État québécois peut-être du côté du développement économique, était assez différent de celui qu'il adoptait lorsqu'il était question de relations du travail et même de réduction de la taille de l'État. Il ne faut pas se rappeler que dans les années 90, c'est aussi les premières études de l'OCDE sur l'emploi qui recommandent la flexibilité tout azimut et qui demandent en fait aux États de se consacrer au déficit, le fameux déficit zéro. Et je ne pense pas que l'OCDE faisait cela pour faire en sorte de modifier le rôle de l'État pour mettre en œuvre un nouveau modèle de développement plus respectueux des populations qu'ils avaient à gérer. Alors donc, et le Québec a souvent été considéré, Québec-Canada, Lucien Bouchard et compagnie ont été souvent considérés comme les élèves les plus modèles, les plus studieux par l'OCDE, parce qu'ils mettaient en pratique les différentes mesures mises en place, prônées par l'OCDE. Donc je pense que ça fait partie du contexte. Et évidemment, les oppositions, les débats à l'intérieur de la CSN tournaient autour de ces questions. Ce n'était pas simplement l'extrême gauche marxiste, léniniste qui en parlait. De cela, au contraire, il était assez marginalisé, mais les textes de Pierre Paquette, de Michel Doré et d'autres, même les textes de Gérald à l'époque, traitaient davantage de ces questions que du modèle québécois comme tel. Deuxième point sur lequel je voudrais intervenir, c'est sur la question, est-ce que le Fonds de solidarité comme modèle, projet rêvé, est à la hauteur de la réalisation de ce projet? Y a-t-il un écart entre le projet et finalement la réalité du projet? Je voudrais le regarder sur deux angles. D'abord, sous l'angle de la gestion participative. Dans le livre, Benoît nous dit très bien que le Fonds de solidarité qui fait la promotion de la démocratisation... le Fonds de solidarité, excusez-moi, le Fonds d'action, oui, ça va aller mieux. Le Fonds d'action qui fait la promotion, en fait... De la démocratisation du travail, de l'économie qui prône la gestion participative dans les entreprises à l'intérieur desquelles il investit, devrait lui-même aussi, dans son entreprise, dans son organisation, refléter cette dimension. Et donc, il m'apparaît à cet égard qu'on reste sur notre appétit. D'abord, la description de la gestion participative à l'intérieur du Fonds d'action, là, je ne me suis pas trompé, à l'intérieur du Fonds d'action, elle repose exclusivement, c'est peut-être une erreur de méthodologie, je reviendrai tout à l'heure, elle repose exclusivement sur les rapports annuels du Fonds d'action, sur ces rapports de développement durable. C'est comme si c'était l'employeur qui décrivait ses propres pratiques organisationnelles. Il n'y a pas de contre-vérification, il n'y a pas d'entrevue faite auprès des salariés pour leur demander comment vivent-ils cette gestion participative, est-ce que le travail est vraiment démocratisé, c'est quoi les formes d'organisation dans lesquelles vous travaillez, auxquelles vous êtes exposés. Il me semble que la démonstration aurait été beaucoup plus convaincante si l'on avait été jusque-là. Alors, c'est un manque assez important et même si les descriptions sont longues, elles reprennent une grande partie des informations que l'on retrouve à l'intérieur des rapports annuels ou des rapports de développement durable. L'autre élément
qui, moi, m'interpelle, c'est le fait que dans ces investissements, notamment, on dit que le fonds d'action, en fait, investit à peu près le quart de ses investissements à impact économique dans l'économie sociale. Or, dans l'économie sociale, la moitié des investissements qui sont faits concernent deux grandes coopératives, la Fédérée, la Coop Fédérée, et puis AgroPure. Et ces coopératives, en fait, est-ce que je me trompe? Oui, c'est AgroPure, bien sûr. Et ces deux, l'une des montants quand même assez importants, 70 millions d'investissements chez AgroPure, 25 millions d'investissements chez la Coop Fédérée. C'est la moitié des investissements dans l'économie sociale. Et ces entreprises, permettez-moi, si je prends la Coop Fédérée, ne sont pas très sympathiques à l'égard du monde du travail. Gérald s'en rappelle sûrement, le fameux conflit chez Olimel qui a tenu l'actualité pendant quelques années, au milieu des années 2000. Un employeur qui se distingue aussi, le travail dans les abattoirs, c'est le taylorisme à son expression la plus forte. Et donc, c'est pas très gestion participative. Et puis, AgroPure se distingue aussi, s'est distingué dernièrement par le choix de 2 VP unilingues anglais. Et ça a donné l'occasion à un autre syndicat CSN, parce que Olimel est syndicat avec la CSN aussi. Et donc, ça a donné l'occasion aussi à AgroPure, au syndicat de la CSN, de dire que les relations de travail chez AgroPure, ça laissait largement à désirer. Donc, quel est le pouvoir de fonds d'action sur ces entreprises dans lesquelles il intervient? Comment choisit-il ces entreprises? Est-ce que les préoccupations de démocratie économique et de gestion participative dans les organisations sont réellement prises en compte? Enfin, on reste un peu sur notre appétit. Et pour terminer, en fait, sur l'économie sociale, il faut dire que l'autre gros morceau des investissements dans l'économie sociale, c'est autour des organisations qui gravitent sur les anciens, enfin, Shop & Gus, les anciens ateliers du CPR, et donc tout le développement autour de ces projets. Ce qui fait qu'il en reste peu, finalement, pour véritablement appuyer les petites entreprises et l'économie sociale. Dernier point, au niveau de la méthodologie, eh bien, oui, la méthodologie, elle est forte, mais elle est un peu limitée. C'est-à-dire que, oui, il y a un recours énorme, en fait, aux documents, aux archives, à tous les rapports annuels de fonds d'action sont utilisés, passés en revue. Les rapports de développement durable sont passés en revue. Il y a les archives de la CSN, les rapports du comité exécutif, les archives de fonds d'action et d'autres archives du fonds Morancy, que je ne connais pas, en fait. Et des entrevues, 27 entrevues, 27 personnes rencontrées en entrevue, certains plus d'une fois, Léopold 4, 5, 6 fois, donc 42 entrevues au total. Donc, c'est assez costaud. Le problème que cela me pose, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de triangulation. C'est-à-dire, je l'ai dit en ce qui concerne l'organisation interne du travail à l'intérieur de fonds d'action, on n'a pas de témoignage des salariés. Et dans les entreprises, quand on parle de démocratie, on s'intéresse aussi aux relations du travail à l'intérieur des entreprises qui sont étudiées. Alors, il y a seulement un paragraphe qui porte sur les relations du travail, du travail à l'intérieur de l'ouvrage. Et donc, on aurait pu interviewer le président du syndicat, nous parler, etc. Ça, c'est un problème qui m'apparaît important. De même que sur les conditions d'émergence, pourquoi n'a-t-on pas interviewé ceux qui étaient critiques à l'intérieur du projet, les opposants ou ceux qui avaient d'autres projets pour nous mettre, voir un peu comment se construit, en fait, une innovation sociale. Et les innovations sociales se construisent toujours dans la controverse. Moi, je ne crois pas à cette vision rationaliste et fonctionnaliste des innovations sociales. Elles apparaissent dans la controverse, dans les débats, et il faut reconstituer ces débats pour vraiment prendre la mesure de la nature des innovations sociales. Et cela
me semble un peu absent, un point obscur, un point d'ombre dans l'ouvrage. Et je pense que, oui, il y aurait, comme Benoît dit, il y a peut-être un autre livre à écrire. Il y a d'autres livres, d'autres ouvrages peut-être à faire sur cet ouvrage. Et je pense que ce serait des directions fort intéressantes. En conclusion, peut-être revenir sur l'une des questions que se pose Benoît aussi dans son ouvrage. Qu'en est-il de la pérennité du fonds d'action? Va-t-il survivre? Va-t-il contribuer? Quelle sera sa contribution à cette transformation sociale? Là, on peut se demander qu'est-ce qu'il en viendra. Est-ce que l'institutionnalisation du fonds, et là je suis peut-être un peu plus tourénien que je reviens à l'origine, l'institutionnalisation d'un mouvement social fait un peu disparaître ces perspectives contestataires et révolutionnaires, entre guillemets. Alors l'institutionnalisation du fonds d'action fera-t-il en sorte que le fonds d'action acceptera les règles du jeu, les a déjà acceptées d'une certaine manière pour entrer dans la finance. C'est la raison pour laquelle Benoît nous rappelle fréquemment comment le fonds d'action est soucieux de respecter tous ces organismes de régulation qui émettent des normes concernant la finance responsable, etc. Toujours être jugé par rapport aux critères, aux indicateurs des organisations internationales qui s'intéressent à ce type d'organisation. Alors, respecter les règles du jeu émises par ces organisations internationales fera peut-être en sorte que le fonds d'action va se développer, se maintenir dans un secteur spécialisé. Mais qu'en sera-t-il de la transformation sociale? Et sur la transformation sociale, comment, quand on est dans le mouvement syndical, dans le mouvement des travailleurs et du syndicalisme, ou même dans le mouvement écologique, comment peut-on penser la transformation sociale sans référence à l'action collective? Et l'action collective, elle est majeure, bien sûr. Et là, on a peut-être un problème. Je sais que Robert a insisté beaucoup sur le fait qu'on devrait mobiliser les syndiqués de la CSN pour qu'ils contribuent au fonds d'action. En fait, il n'y a que 17,2 %, je reprends le chiffre exact que Benoît cite dans son ouvrage, des membres de la CSN qui contribuent au fonds d'action. Et en nombre absolu, c'est-à-dire le nombre est en déclin. Et en pourcentage, il y a parmi l'ensemble des souscripteurs, comme le rappelait Robert, la majorité sont des non-syndiqués. Ça ouvre une porte, une perspective que Robert a soulignée, l'alliance avec les mouvements écologistes pour les amener à travailler avec le fonds d'action, mais cela ne pourra se faire sans que la CSN s'y implique et sans que la CSN et que les membres de la CSN trouvent que le fonds d'action est complémentaire à l'action syndicale. Et dans les sondages que l'on fait auprès des souscripteurs pour leur demander, notamment les raisons de leur contribution au fonds, on leur dit c'est-à-dire, ils nous disent qu'ils sont très peu préoccupés par cette dimension de la complémentarité entre le fonds d'action et l'action syndicale. Il y a là un travail énorme à faire et je pense que c'est-à-dire la balle est dans le camp, d'une certaine manière, du syndicalisme pour construire des coalitions avec les mouvements écologiques pour peut-être faire du fonds d'action, un acteur qui sera beaucoup plus proactif dans cette transition sociale et écologique. Merci.